Je peux vous assurer qu'un stylo est plus puissant qu'une épée. Et un peuple qui a persévéré avec pour credo « Yes, we can ». Vous n'aviez aucun moyen de vous défendre. Comme moi, je n'en ai eu aucun. On peut devenir un peuple qui atteint à la dignité et qui se donne la taille et l'allure de quelqu'un de collectivement normal. Est-ce que vous croyez qu'on est capable puis qu'on est prêt? Un extrait du spectacle Aux grands mots, MAUX, Les grands discours, un spectacle qui met en lumière des extraits des discours marquant l'époque contemporaine et même un peu ancienne. Mais c'est un vrai cours d'histoire, c'est absolument passionnant et même très émouvant. Des discours qui, pour le meilleur et pour le pire, portent à réfléchir sur des enjeux qui sont vraiment toujours d'actualité. On pense à l'avortement, la paix, la guerre, parce que ça va de Hitler à Charles de Gaulle, entre autres, et à Churchill, et à Martin Luther King, Simone Veil. Et donc, ce sont des discours qui s'inscrivent dans l'histoire et qui peuvent nous influencer. Pour parler de ça, on a fait appel à quelqu'un qui en a écrit une bonne centaine, qui a préfacé plusieurs livres, dont un qui en a écrit un sur les 100 meilleurs discours du 20e siècle. Jean-François Lisée, bonsoir. Bonsoir, Marie. On vous a invité, entre autres, parce que je sais que vous étiez allé voir ce spectacle-là qui va faire le tour du Québec. Je veux d'abord avoir une réaction. Qu'est-ce que vous avez ressenti en revoyant des extraits de discours portés par des comédiens qui n'imitent pas les orateurs ou les gens qui les ont prononcés, mais qui veulent nous atteindre par une quelconque émotion ou idée de l'importance de ces mots-là? Oui, bien c'est ça. Les défis étaient nombreux parce que, d'une part, est-ce qu'on va aller dans une salle de spectacle pour entendre des discours, des extraits de discours qui ne sont pas sur l'actualité présente, parce que plusieurs de ces discours avaient mobilisé des foules parce qu'ils étaient à un moment pivot de l'histoire. C'est ce qui leur donne leur force historique. C'est parce que on peut pas faire un grand discours s'il n'y a pas un grand choix devant nous, peu importe la qualité de l'orateur et du scribe. Et deuxièmement, les discours sont portés par des comédiens et des comédiennes et parfois pas par le bon genre et pas par la bonne couleur de peau. Donc, il faut accepter le fait que le discours est un peu universel par la personne qui décide de le porter. Certains discours sont portés par plusieurs comédiens. Ça passe quand même et je trouve que c'est un genre de témoignage de la force du discours et de la qualité des acteurs, que même s'ils sont désincarnés dans un certain sens, ils arrivent à nous transmettre l'émotion, la qualité, parfois la grandeur de ces extraits de discours. Et je dois dire que l'habillage technique est très bien fait aussi pour chacun des discours. C'était un grand documentaire, dans le fond, avec plusieurs personnages. Un des discours qui vous a marqué le plus et dont on lit un extrait, c'est ce fameux discours de Martin Luther King, le 28 août 1963. On écoute un extrait d'un extrait. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Dans vos écrits, vous dites que ce discours-là a changé le cours de l'opinion américaine. C'est sa force? C'est sa force, évidemment. La personnalité de Martin Luther King, il en imposait sa carrure, le ton de sa voix, mais le choix des mots. Et évidemment, on vient de voir l'extrait dont tout le monde se souvient et qu'on a vu plusieurs fois, mais lorsqu'on lit le discours au complet, d'abord, le moment, c'est une très grande mobilisation. Il y a une foule immense devant lui, majoritairement, mais pas seulement des Noirs. Et là, toute la première partie du discours, c'est un acte d'accusation très dur contre la ségrégation telle que vécue à ce moment-là par les Noirs américains. Et donc, on voit la responsabilité de l'auteur et de l'orateur, c'est lui qui écrit son discours. Il pourrait conduire la foule à l'émeute et à la violence s'il le décidait. S'il le décidait, il pouvait les amener là. Mais il décidait plutôt de les amener vers l'espoir et l'idée d'une réconciliation après que les luttes aient porté fruit. Donc, il savait que la présence de cette foule allait faire pression sur la Maison-Blanche et le Congrès. Ça ne donnerait pas de résultats immédiats, mais c'était une manifestation de la force de la revendication. Mais il a choisi de porter, de tirer vers le haut plutôt que de tirer vers le bas. Et ça, c'est la responsabilité personnelle de l'orateur, de l'homme public,
qui a une emprise sur une foule importante. On va écouter un extrait, puis avec précaution, d'Hitler, mais de tellement de documentaires sur Hitler. Mais on va l'écouter, un court extrait. Bon, on ne parle pas allemand, personne, on fait une petite traduction, mais voir comment il a, entre guillemets, piégé son peuple. Lebe unser Deutschland und seine in euch liegende Zukunft. Deutschland heil! Cette allégeance au Führer, c'est parce que l'extrait qui est présenté au spectacle est un petit peu plus long, puis il affiche son antisémitisme, mais c'est un discours de haine contre les Juifs qui ont spolié l'Allemagne, qui ont privé la race allemande de ses pouvoirs, de sa richesse. Le plan était là, on savait ce qui allait arriver, là. Oui, on avait une idée que ça n'allait pas dans le sens de la réconciliation. Mais il y a une chose qui est notable avec le ton utilisé par Hitler, c'est que ça passerait plus aujourd'hui. Ça traverse pas le temps. Il avait un ton criard et il était constamment sur ce ton-là. Alors qu'un bon orateur, il y a des moments où il accélère, il y a des moments où il ralentit, il doit appuyer sur des idées, alors que lui était toujours au paroxysme. C'était son style. Il faut croire qu'à l'époque, ça marchait parce que les foules étaient énormes, ses audiences radio étaient très, très grandes aussi, mais il était à la recherche, il était devant une nation abîmée par la Première Guerre et il lui désignait un bouc émissaire qui était les Juifs, les étrangers en général, les Juifs en particulier, et donc la nécessité de se regrouper. Et d'ailleurs, c'est une nation qui connaissait très peu la démocratie, et donc lui disait, bon, la démocratie, c'est pas une bonne idée, donc maintenant, je suis un chef autoritaire, et c'est la bonne voie à suivre. Il y a un autre discours dans le livre, les 100 grands discours qui ont fait le 20e siècle, où Hitler explique comment il veut la paix, et une fois qu'il a, disons, envahi son premier pays, ben, c'est terminé. Ils sont fous, les gens comme Churchill et les autres qui pensent qu'il veut encore... Alors, il y a des discours complètement mensongers aussi, qui alimentaient ceux qui voulaient l'apaiser. On a des discours mensongers encore aujourd'hui. On pourrait y revenir dans une autre entrevue. Mais on a fait suivre l'extrait d'Hitler par celui d'Elie Wiesel, prix Nobel de la paix. Et donc, on écoute ce court extrait. We felt abandoned, forgotten. All of us did. And our only miserable consolation was that we believed that Auschwitz and Treblinka were closely guarded secrets, that the leaders of the free world did not know what was going on behind those black gates and barbed wire. Mais plus tard dans le discours, il dit « il le savait ». Et est-ce que ça vient nous bousculer parce qu'aujourd'hui, la guerre se déroule sous nos yeux? On a des cellulaires qui nous envoient des images quotidiennes de la guerre, que ce soit entre Hamas et Israël ou en Ukraine et la Russie. Alors, ça bouleverse, on le savait. Donc, c'est des discours... Oui. Oui. Il y a deux choses qui sont en jeu. Il y a la connaissance, donc pratique, de la preuve visuelle ou audio, qui était plus difficile à avoir, évidemment, en 37, 38, 39 qu'aujourd'hui. Et il y a le refus de savoir. Et là, on a été dans une dynamique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale où le nombre de témoignages commençait à être assez considérable. Et là, ça s'est heurté au refus de savoir. D'abord, c'est très difficile à croire que toute une nation était en train de se faire éliminer dans des chambres à gaz. Mais même lorsqu'on le disait, ça dérangeait de savoir ça parce que c'était pas ça l'idée de la guerre. Alors, et même après, et Elie Wiesel est un de ceux qui, par son expérience personnelle, a réussi à s'échapper d'un camp. Et ensuite, dans la lutte qui a été assez longue, ça a pris des décennies, depuis 1945 jusqu'aux années 60, pour établir dans l'opinion publique mondiale la réalité de la Shoah. Ça ne s'est pas fait immédiatement. On va passer à René Lévesque, que vous avez bien connu. Un discours que tout le monde a vu le 20 mai. Alors, on l'écoute. 1980. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
C'est ce soir-là, mais dans le spectacle, c'est un autre extrait du même discours. René Lévesque et la qualité de ses discours. C'est ça que j'entends de vous. Encore une fois, la plupart du temps, c'est lui qui les écrivait lui-même et il avait appris au séminaire une très belle calligraphie. Au début, quand on voit ses discours dans les archives, on dit ben, ça a été retranscrit par sa secrétaire. Non, non, il avait une très belle calligraphie. Il les écrivait. Évidemment, c'est un grand communicateur. Mais dans un soir comme celui-là, donc dans un moment pivot de l'histoire, il pouvait disséminer de la rancœur ou de l'espoir. Et il a choisi l'espoir. Et c'était un discours très, très difficile à prononcer parce que je ne suis pas certain du tout qu'il croyait qu'il y aurait une prochaine fois, compte tenu de l'ampleur de la défaite. Mais il assumait son rôle historique de préparer l'avenir, de laisser la porte ouverte. Alors, merci, Jean-François. J'aurais voulu savoir de vous quel était votre meilleur discours, votre pire discours, comme quelqu'un qui en écrit dans l'ombre et dans les coulisses. On va se reprendre. Donc, c'est important d'écouter les discours de l'histoire, n'est-ce pas? Merci. Tout à fait. Merci, Jean-François. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.